Eh bien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce Draguignan Gaming Festival deuxième édition. Je suis du coup Gazelle, votre présentateur pour cette conférence qui portera sur le sujet l'e-sport est-il un sport comme les autres. Je ne suis pas tout seul pour cette conférence, je serai accompagné de quatre collègues. Je vous présente de gauche à droite Axel Bérard, chercheur dans le management de l'e-sport, c'est ça? Alors je te laisse te présenter Axel, vas-y. Merci. Oui, Axel Bérard, du coup, chercheur en management et en e-sport. Et du coup, j'ai fait ma thèse sur les e-sportifs amateurs. D'accord, très bien. Merci Axel. On va passer la parole à Marine P. de Marie qui est responsable communication et partenariat au Draguignan Varandball, c'est ça? C'est bien ça. Quoi rajouter de plus? Je ne sais pas, je crois que tout est dit dans le titre de mon poste. Oui, très bien, j'étais peut-être un peu Voilà. trop locatif là-dessus. Non, non. Hervé Lieberman qui est avec nous, aujourd'hui conseiller régional. Alors c'est compliqué, alors je l'ai noté parce qu'il y a beaucoup de mots. Donc alors tu me dis si j'ai tort ou pas, hein. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais j'ai toujours des erreurs. Conseiller régional, région sud au sport, président du comité régional olympique et sportif, région sud. On est bon? C'est parfait, Eh c'est ben tout c'est à fait parfait, ça. voilà. Voilà. Merci, Deux merci. belles casquettes qui ont un lien avec l'ADN du sport. Très bien, merci, merci Hervé. Et bien pour finir, et pas des moindres, Pierre Zauchâtelin qui est avec nous et qui m'a demandé de l'appeler promoteur de l'e-sport depuis 20 ans. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre si particulier? Merci Romain, bonjour à tous. Merci au Draguignan Gaming Festival et juste au passage un énorme big up pour le travail qu'ils ont effectué sur l'événement. On sent une énorme amélioration par rapport à l'événement de l'année dernière, donc bravo, je commence par ça. Et donc moi j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette dirigeant d'agence de production de compétition de jeux vidéo dans toute la France, donc c'est notre métier, l'agence s'appelle Centurio. Et j'ai aussi la casquette délégué territorial Francis Sport Sud, donc avec ce rôle de faire l'interface entre les collectivités et les acteurs de l'écosystème de l'e-sport sur toute la région sud. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que j'interviens sur cette conférence depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'organise des compétitions de jeux vidéo dans la France entière. Très bien, merci, merci Pierre en tout cas d'être avec nous. Merci à tous d'être avec nous. Et j'aimerais commencer ce débat et plutôt cette conférence sur une première question. J'aimerais parler de la définition de l'e-sport que vous avez propre à vous. Et je vais d'abord poser cette question aux personnes qui sont plus éloignées de l'e-sport aujourd'hui. Je vais poser cette question à Marine et Hervé. On va commencer par Marine. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'e-sport? Alors pour moi, la définition de l'e-sport, elle va vraiment être sommaire, puisque je vais simplement pouvoir dire que ça va être du sport via les jeux vidéo, donc via un écran, une manette et un concept via une console. Voilà. Très bien. Et merci. Hervé, du coup? Le e-sport, en fait, au départ, ça m'a dérangé quand les gamers se sont accaparés le mot sport. Et puis très vite, on se rend compte que ça a du sens parce que c'est de la compétition. Ce sont des rencontres dans lesquelles il y a un classement, comme pour le sport, que finalement, il y a beaucoup d'analogies parce que quand on est avec des équipes e-sport, ils s'entraînent, ils ont une hygiène de vie, ils font aussi du physique, ils ont un mental qu'ils doivent absolument tenir et puis un collectif parce que sur certains jeux de e-sport, on va retrouver la même répartition que sur des terrains de sport collectif. Et puis, dernier sujet qui m'a fait vraiment me passionner pour ce domaine qui est le game et qui est devenu le e-sport, c'est que quand on croise les licenciés de nos pratiques, puisque étant en charge du comité olympique régional, je pose la question, moi, aux jeunes pratiquantes ou aux pratiquants licenciés, 8-14 ans, 80% de nos licenciés ont cet âge-là. Combien de temps tu fais du sport dit traditionnel, entre 2 et 4 heures, quand ils ne sont pas évidemment rentrés dans les pôles de compétition et de haut niveau. Et puis quand la même personne, que ce soit un jeune garçon ou une jeune fille, est-ce que tu fais du e-sport, les yeux se mettent à briller d'un seul coup. Oui, combien de temps t'en fais par semaine? Entre 18 et 40 heures. Donc je me dis qu'on a effectivement un travail, une attention à porter sur ces jeunes licenciés. J'irai pas plus loin, mais après, il y a toute la qualité du conseil régional que je suis. C'est comment ne pas perdre contact avec cette jeunesse parce que ça va bien au-delà de la seule pratique du e-sport. Merci Hervé pour cette définition de l'e-sport. Je vais demander à Axel de nous donner, toi, maintenant, ta définition du sport, toi qui, du coup, travailles dedans depuis quelques temps maintenant. Oui, alors pour les chercheurs, la question de l'e-sport va plus être sur la notion de compétition et d'affrontement.
que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment est-ce que les gens s'affrontent. Alors, généralement sur un support vidéoludique, donc ça peut être par téléphone, par console, sur ordinateur, etc. Donc il y a cette notion d'interface avec un écran, avec un téléphone ou un ordinateur ou une console, et cette notion de compétition et de classement. C'est vraiment les trois grands éléments qui vont rentrer dans notre définition de l'e-sport en tant que chercheur et qui vont nous permettre après de catégoriser, de comprendre quelles vont être les dynamiques de performance individuelle ou collective, de comprendre aussi comment est-ce que les ressources cognitives vont être mobilisées pour faire cet e-sport. Et c'est là où on va rejoindre aussi la notion de sport avec la mobilisation de compétences cognitives, de compétences physiques et de cette mobilisation-là sur une période donnée. Très bien, c'est là où on va faire un rapprochement sur les questions qui vont arriver après, entre les similitudes et les différences. Mais d'abord, j'aimerais la définition de l'e-sport de quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Pierre? Pour nous, la définition de l'e-sport, elle est très simple, c'est pratique compétitive du jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est tout simplement une activité avec une mécanique ludique via un outil numérique. Donc effectivement, ça peut être mobile, console, PC, réalité virtuelle, détection de mouvement avec des outils comme la Kinect par exemple. Souvent, les néophytes ont tendance à confondre e-sport et exergames. Donc les exergames sont des jeux vidéo qui demandent une pratique, une activité physique comme Just Dance, comme des jeux en réalité virtuelle comme Dance Dance Revolution par exemple. Mais si on a une pratique complètement loisir de Just Dance, ce n'est pas de l'e-sport. Donc un exergames peut être de l'e-sport, mais tous les exergames ne sont pas de l'e-sport. Et souvent aussi, les gens confondent l'e-sport avec les jeux vidéo de simulation sportive. Donc pendant des années, on a dû expliquer que l'e-sport, ce n'était pas que FIFA et NBA 2K, mais ça pouvait être aussi Counter-Strike, League of Legends, etc. Donc voilà, l'e-sport, c'est tout simplement la pratique compétitive du jeu vidéo. Et ça peut être des exergames, ça peut être des simulations sportives, mais c'est pas ça la définition de l'e-sport. Très bien, merci à tous pour votre participation sur cette question. J'aimerais du coup commencer à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a un peu bien votre vision sur ce qu'est l'e-sport, j'aimerais parler chiffres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont bien renseignées là-dessus. Hein, je te regarde bien, évidemment, Zo. Axel, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pu remarquer dans tes recherches sur les dernières années en termes d'adhésion en gros à ce mouvement e-sport? Déjà, l'e-sport, c'est un phénomène culturel, c'est évident. On assiste depuis des dizaines d'années à la pratique compétitive avec cette volonté de monter dans les classements, avec cette volonté de s'affronter. Donc la notion même d'e-sport en tant que pratique culturelle, elle ne fait que croître. Ensuite, l'acceptation, c'est différent. Avant, c'était une pratique qui pouvait être rejetée, qui pouvait être marginalisée. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène d'acceptation sociale de l'e-sport, avec de plus en plus de personnes qui soit en font un choix de carrière, soit en font un choix de consommation ludique ou sociale, qui sont pas du tout marginalisées. Donc on voit une transformation sur la consommation, même si j'aime pas vraiment ce mot de consommation, mais en tout cas la pratique e-sportive, on voit un changement dans la manière dont l'e-sport est pratiqué aujourd'hui. Et bien évidemment, et je pense que Pierre pourra en parler avec les chiffres de France e-sport, on voit de plus en plus de personnes qui pratiquent régulièrement de l'e-sport, que ce soit de manière compétitive, de manière ludique ou de manière sociale. Et enfin, sur la recherche, on voit aussi de nombreux nouveaux acteurs s'intéresser à l'e-sport, que ce soit en tant que pratique primaire, c'est-à-dire des personnes qui vont rentrer dans l'e-sport et qui vont pratiquer de l'e-sport, ou alors comme pratique secondaire, qui vont aller utiliser l'e-sport et qui vont aller entre guillemets hacker l'e-sport pour d'autres fins. Je pense notamment par exemple aux missions locales qui vont aller utiliser l'e-sport pour faire de l'intégration, aux universités qui vont aller utiliser l'e-sport à des fins pédagogiques ou à des fins de compréhension, des entreprises qui vont utiliser l'e-sport à des fins de recrutement. Donc on voit des acteurs utiliser l'e-sport non plus comme une pratique primaire, mais comme une pratique secondaire qui permet de mettre en valeur d'autres choses, notamment des compétences, notamment des capacités. Ça, on pourra revenir sur les similarités que peuvent porter le sport et l'e-sport, notamment sur les compétences et les cognitions qui sont mobilisées sur ces différents objets. Très bien, oui, effectivement, on peut faire. C'est vrai qu'on va pouvoir faire pas mal de parallèles. Comme je l'ai dit, on verra juste après. Mais d'abord, j'aimerais.
Ouais, je vais compléter avec quelques chiffres. Voilà. Des infos sur les chiffres de Francis Sport et peut-être d'autres chiffres que tu as. Alors chaque année, Francis Sport, accompagné par Médiamétrie, publie un baromètre de l'e-sport en France qui regroupe beaucoup de données chiffrées et très intéressantes pour comprendre cet écosystème. Déjà, il faut savoir que le jeu vidéo, c'est le bien culturel numéro 1 des Français, devant le cinéma, devant la musique, devant la littérature, le théâtre, etc. Et c'est aussi le bien culturel numéro 1 dans le monde chez les jeunes. Donc on n'est plus sur des phénomènes de niche, etc. Mais là, je parle du jeu vidéo. L'e-sport, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans le monde. Donc c'est une économie qui croît chaque année et surtout qui a été très fortement relancée après le Covid. Parce que contrairement aux jeux vidéo, l'e-sport a été énormément impacté et pénalisé par la crise sanitaire. Mais on a vu que ça a retrouvé un équilibre et une croissance post-crise sanitaire. Donc ça c'est signe en économie, c'est signe d'un marché et d'une industrie qui est porteuse. Et quand il y a de l'argent, ben, il y a de l'emploi, il y a des métiers, il y a des formations, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de collectivités notamment qui s'y intéressent. Aujourd'hui en France, c'est 11 millions de pratiquants l'e-sport. Il y a énormément de fédérations sportives qui pourraient être jaloux de ce chiffre-là. Et surtout, c'est un nombre de pratiquants qui augmente d'année en année. Il y a toujours beaucoup de cheval de bataille, notamment sur la mixité. Parce que bien qu'aujourd'hui, on observe une parité homme-femme sur la pratique loisir du jeu vidéo, alors que dans les années 80, c'était 80% d'hommes, 20% de femmes. Aujourd'hui, on est sur une parité. Mais plus on avance sur la pratique compétitive de l'e-sport, moins il y a de femmes. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille énormément avec Francis Sport et Francis Sport Sud. Mais voilà, le chiffre qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est 11 millions de pratiquants d'e-sport en France. Et c'est pourquoi il y a tout cet écosystème qui est devenu intéressant aux yeux des marques, du grand public, des médias et des collectivités. Et notamment aussi du monde du sport, pour revenir sur le sujet, est-ce que l'e-sport est un sport comme les autres? Le sport s'intéresse énormément à l'écosystème e-sport. C'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse d'ailleurs. Nous, la plupart des acteurs de l'e-sport, on n'a pas du tout souhaité cette assimilation-là, bien qu'on observe énormément de ressemblances entre les deux, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est surtout le monde du sport qui s'est dit, tiens, si je veux garder le contact avec toute cette tranche d'âge, comme disait Hervé, hein, les gamins, ils font 2 à 4 heures de sport par semaine, mais ils font plusieurs, voire dizaines d'heures d'e-sport. Moi, quand je vais chercher mon filleul à la récré, il me parle 5 minutes de l'OM, 5 minutes de Mbappé et 1 heure de Twitch, de FIFA, de Call of, etc. Donc, si on veut garder ces gens-là dans la citoyenneté, dans l'emploi et dans le sport, il faut s'intéresser à leur passion qui est le jeu vidéo et l'e-sport. Marine, j'ai vu une espèce de petite réaction. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce propos? Oui, moi, en fait, ces propos-là, ils me font plutôt peur. C'est-à-dire que, alors je vais être nuancée aussi, hein, parce que c'est un milieu pour le coup que je connais pas ou très peu. Mais moi, j'ai plutôt peur d'un enfant qui me parle 5 minutes du monde réel et 1 heure du monde virtuel. J'aurais plutôt tendance à le ramener vers nous. Et oui, et à le recentrer en tout cas à des choses qui sont peut-être plus terre à terre. C'est sûrement aussi mon côté assez cartésienne qui parle, mais j'ai vraiment du mal à faire ce lien entre le sport et l'e-sport, mis à part sur l'aspect compétitif que j'entends tout à fait, effectivement, sur l'aspect préparation aussi. Mais en tout cas, je pense que pour moi, le vrai problème, il est plus sur l'aspect social, sur l'éloignement social et sur, au final, l'évolution des nouvelles générations. On sait qu'en plus, c'est des générations qui sont assez compliquées, hein, puisque nous, on le voit aussi bien dans nos jeunes catégories. Moi, je suis également intervenante en BTS communication, donc devant moi, j'ai des jeunes adultes de 18 à 22 ans. C'est une génération qui est compliquée à capter parce qu'elle est appelée par les écrans. Et quand des enfants de 8 ans passent des heures entières devant un écran, je me dis que effectivement l'éloignement social, il est tellement loin de la réalité aujourd'hui que ça me fait peur. Alors après, il y a du positif aussi, il y a des choses à en tirer, mais en tout cas, les deux peuvent être complémentaires, mais en tout cas, l'un ne doit pas remplacer l'autre, puisque ce côté social avec le e-sport, en tout cas pour moi, on ne peut pas l'avoir. C'est un peu, je vais prendre l'exemple d'une relation amoureuse peut-être. Une relation amoureuse à distance, effectivement, elle peut fonctionner. On entretient la flamme, on découvre des choses, on découvre de la passion. Mais en tout cas, le contact physique, c'est quand même autre chose.
Donc voilà, c'est peut-être un parallèle, un lien à faire entre les deux. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour être assez éloigné ou même très éloigné du monde du e-sport, c'est la façon dont je perçois les choses. Très bien, merci pour ce retour. Je juste me posais la question, tu parlais de BTS marketing. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de pubs à l'intérieur des jeux vidéo. Je pense à Eminem qui fait son prochain concert, sa prochaine release d'album, je crois, dans Fortnite. Ça a déjà été vu par plusieurs rappeurs. Donc là, on parle totalement de coût marketing, de collaboration entre jeux vidéo et marque. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà été abordé en tant qu'intervenante dans le BTS marketing? Alors non, pas du tout. Par contre, je pense que effectivement, hein, pour les marques, pour les stars, pour qui ou qu'est-ce, c'est une opportunité à saisir puisque c'est un marché qui est florissant et porteur. Après, aujourd'hui, moi, mes BTS communication, j'essaye plutôt de leur ouvrir l'esprit et de les faire penser au monde plutôt que de réfléchir à des contextes purs, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas capables de réfléchir, déjà. D'accord. Donc voilà, il va falloir déjà éveiller leur esprit critique, aiguiser le sens du monde, parce qu'ils ont un flux d'informations via les téléphones, via tout ce qu'on a, qui est énorme, mais ils ne savent pas traiter l'information. Et ça, c'est une réalité des générations qu'on a en face de nous. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit avant, si ce n'est que la nuance, c'est que tu as parlé plutôt des écrans et des outils numériques qui ne sont pas forcément l'e-sport. L'e-sport, c'est autre chose. L'e-sport, c'est pratiquer en compétition contre des adversaires, avec des arbitres, avec des coéquipiers. Le problème, c'est peut-être plus les réseaux sociaux, l'écran, les médias, etc. Mais c'est pas tant l'e-sport en tant que tel. Au contraire, nous, l'idée typiquement de l'e-sport, c'est de créer du lien social, c'est de créer un dépassement de soi, de la recherche de la performance, d'aller justement de lutter contre ça. Les gamins, on ne pourra pas les empêcher d'être devant des écrans. On peut essayer, mais ça ne marchera pas. Nous, voilà, on est à peu près de la même génération. On a évolué avec le développement de l'e-sport sans qu'il y ait aucun encadrement là-dessus. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des potes, ça ne m'a pas empêché de sortir, ça ne m'a pas empêché de réussir mes études. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si nous, acteurs de l'e-sport et des acteurs politiques et du monde du sport aussi, on arrive à les faire pratiquer l'e-sport, mais dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire justement en leur expliquant attention les réseaux, attention les écrans, le retour à la réalité, etc., ben, ils vont peut-être attirer encore plus de bonheur, de satisfaction et de développement personnel, de développement de tissu social que ce que nous on a pu faire à l'époque. Parce que nous on n'était pas du tout encadrés, on était rejetés, dénigrés ou ignorés par les pouvoirs publics, par les médias, par le grand public. Et je me dis que si nous, avec des actions qu'on mène avec le sport, avec les collectivités, on arrive à mieux encadrer cette pratique, ben on va pouvoir peut-être développer plein de choses extraordinaires. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la réalité et le lien social, mais pour moi, c'est plus un problème de société lié aux écrans et aux réseaux sociaux qu'à l'e-sport. Et au contraire, je pense que l'e-sport, c'est une solution au problème que tu évoques et pas la source du problème. Axel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors c'est pas du tout un procès à charge. En même temps, on est trois personnes plutôt convaincues par l'e-sport et une personne qui l'est moins, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu cette dissymétrie. Et désolé pour ça, mais en tout cas, il y a une autre chose qu'il faut peut-être prendre en compte, c'est la différence entre pratique intensive et pratique problématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire par exemple 5 heures de gymnastique par jour parce que on a une préparation au championnat de France, une préparation au JO dès 14 ans, quelqu'un qui va avoir une pratique intensive de la gymnastique ne sera pas considéré comme problématique. Par contre, à partir du moment où peut-être sur le plan physiologique, le plan physique, où effectivement ça peut créer des problèmes à long terme, mais en tout cas sur la pratique vidéoludique, la pratique e-sportive, il y a une différence entre avoir une pratique intensive mais raisonnée et distanciée et avoir une pratique problématique qui peut être aussi le symptôme ou en tout cas la conséquence de problèmes sociaux qui sont avant la pratique e-sportive. C'est-à-dire que ça peut être un mécanisme qu'on appelle de copisme en anglais, qui est de dire bah, en fait, je vais aller dans l'e-sport pour me réfugier, pour me protéger de mes problèmes dans la réalité. Et c'est là où il faut intervenir, c'est là où il faut avoir une discussion, c'est là où il faut avoir un encadrement, effectivement. Mais
quelqu'un qui va avoir une pratique intensive du jeu vidéo parce que cette personne est très forte, parce qu'elle est capable ensuite d'aller faire des championnats régionaux, des championnats nationaux, voire internationaux, et qui a une pratique raisonnée et distanciée de l'e-sport, je pense que c'est moins problématique, ou en tout cas, ce n'est pas les mêmes enjeux, effectivement, que quelqu'un qui va s'enfermer dans le jeu vidéo, comme on pourrait s'enfermer dans des livres, dans de la BD. Personnellement, j'ai vécu une enfance où je jouais aux cartes Magic et je jouais aux jeux vidéo parce que j'aimais pas ma vie au collège. Et du coup, c'était des symptômes plutôt que des causes à mon mal-être. Et effectivement, par contre, il faut avoir une attention particulière sur les jeunes, il faut avoir une attention particulière sur leur comportement, mais ça c'est vrai pour n'importe quelle pratique et n'importe quel comportement. Essayer de discuter et de voir avec ces jeunes quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs difficultés, et essayer de les accompagner dans ces éléments-là. Hervé, je sens une certaine prose qui t'emplit. Je t'en prie, laisse-la sortir. Non, mais c'était avant que tu nous relances sur d'autres sujets. Je suis entièrement d'accord avec un certain nombre de propos que tu as tenus, mais j'ai été déstabilisé quand tu rencontres des parents, papa ou maman, qui m'interpellent et qui me disent vous savez, mon fils joue au foot, je peux aller dans un club de foot, voir l'entraîneur, voir le président du club, les encadrants, les éducateurs. Ma fille fait de la danse, je peux aller voir sa pratique qui est excessive parce elle se noie, elle s'isole, elle fait des régimes, c'est incroyable. Quand les mêmes enfants sont dans le e-sport ou dans le game, ils ne savent pas où aller. Alors ça, je crois que c'est une vraie réponse que France e-sport aujourd'hui, que nous devons, avec nos systèmes éducatifs, absolument dont on doit tenir compte et offrir un lieu où les parents peuvent aller aussi retrouver des personnes en qui il peut y avoir une règle, une norme et un fonctionnement. Alors ça peut agacer les gros pratiquants du e-sport qui disent non, foutez-nous la paix, venez pas nous réglementer nos histoires. On va le faire avec douceur et avec gentillesse, mais c'est un des sujets. Et je crois que dans ce que tu as dit tout à l'heure, oui, ces générations sont difficiles aujourd'hui. Elles sont difficiles pour qui? Pour les parents en premier. Et quand les parents laissent leurs enfants dès le plus jeune âge devant des écrans parce qu'ils ont une vie trop compliquée pour devoir les éduquer comme on a pu les éduquer à un moment ou comme on avait le loisir de les éduquer, parce qu'aujourd'hui, maman a un boulot comme papa, parce que l'égalité entre hommes et femmes est en train de performer, parce que tout le monde est au boulot. On se retrouve effectivement aujourd'hui, quand tu fais de l'enseignement, mais de l'enseignement dans le BTS dont tu parlais, mais l'enseignement sur un terrain de handball ou l'enseignement sur la vie de tous les jours, le politique que nous sommes, avec quel sujet tu peux recapter l'attention de cette jeunesse, l'attention de ces citoyens qui demain se seront isolés dans des pratiques, et tu le disais tout à l'heure, dont on aura laissé faire une fracture, une rupture avec le monde réel. Alors, il existe aujourd'hui des films de science-fiction qui permettent d'imaginer qu'on peut tout faire et qu'on pourra tout faire dans le monde virtuel. Tu as rappelé qu'il est essentiel d'avoir quand même ce contact et cette réalité devant les yeux et qu'on puisse y aller. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, et en comprenant parfaitement ce que tu indiques, c'est-à-dire cette difficulté d'appréhension, elle est redoutable pour ceux qui la vivent. C'est un isolement pour certains. Et moi, je disais, j'ai une phrase pour avoir fait le Salon des maires avec l'une de nos activités et pour avoir soutenu un club de e-sport qui s'appelle Easy Dream, qui a développé un outil de socialisation ou de sociabilisation. C'est de dire au maire que je recevais sur le stand, monsieur le maire, la première erreur, ce serait d'ignorer ce phénomène, comme beaucoup d'autres sujets qui tournent autour de nous. Mais le deuxième chose terrible qui pourrait vous arriver, c'est d'essayer de le combattre. Vous avez perdu d'avance. Si vous commencez de le combattre, vous perdez. Si vous cherchez à comprendre et si vous mettez quelques moyens sur le sujet, alors vous allez tempérer les choses et vous allez vous comprendre avec cette partie de population qui est de plus en plus importante. Pierre dit citer les chiffres. À chaque fois, moi, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête parce que c'est exponentiel d'une année sur l'autre.
Merci Hervé pour ces précisions, mais ça me permet de passer à une autre question que je voulais vous poser, c'est au niveau des activités des collectivités, euh, des collectivités territoriales, des mairies, etc. Au niveau de Francisport, est-ce que vous aidez ces collectivités? Est-ce que vous expliquez aux mairies? Est-ce que vous alliez avec elles pour développer cet encadrement? Oui. Merci. Et donc, Non, oui, c'est notre rôle, nous, vraiment, de faire l'interface entre le monde de l'e-sport et les collectivités. Donc, on discute assez régulièrement avec la région, avec les départements, avec les mairies, avec les agglos, les intercommunalités, etc. Justement pour qu'ils arrivent à comprendre un peu ce médium et qu'ils ne se sentent pas largués. Et que, en fait, le réflexe un peu de crainte, il est normal quand on ne connaît pas. Mais moi qui ai pas mal participé au développement de la culture hip-hop à une certaine année, en fait, il y avait le même réflexe. C'est-à-dire que les collectivités ne comprenaient pas, la culture hip-hop était stigmatisée, et il y a pas mal de collectivités ou de médias qui allaient contre. Et en fait, un jour, ils ont compris que ça servait à rien d'aller contre, parce que voilà, c'est un mouvement qui est devenu un phénomène de société et qui s'est intégré à la culture française. Et du coup, au lieu d'aller contre, ils se sont servis du hip-hop pour faire des forums emploi, pour refaire de la prévention de la délinquance dans les quartiers, etc., etc. Mais en fait, on fait la même chose avec l'e-sport. Voilà. Et comme on le fait avec le sport d'ailleurs, parce que le sport a été pendant des années et est toujours utilisé comme un vecteur de création de lien social, de développement économique, d'attractivité du territoire, etc. C'est ce qu'on fait aussi avec l'e-sport. Et c'est là où il y a une énorme similitude et beaucoup de points communs, beaucoup de passerelles entre l'e-sport et le sport. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelques lettres en commun entre les deux phénomènes. Pour répondre à la question, l'e-sport est-il un sport comme les autres? L'e-sport, c'est pas du tout du sport. C'est une discipline à part. Je disais tout à l'heure en rigolant, c'est comme les séries télé et le cinéma. On n'essayera jamais de dire les séries télé, c'est comme du cinéma, mais en moins bien parce que c'est pas diffusé dans les salles. Non, en fait, la question n'a pas de sens en fait. Mais par contre, il y a énormément de similitudes entre les deux. L'économie de marché et de l'e-sport est pas inspirée, mais elle est calquée sur l'économie de marché du sport. Il y a des périodes de mercato, il y a des buyouts, il y a du ticketing, on remplit des stades, on diffuse, donc il y a des droits. La seule grosse différence entre l'e-sport et le sport, c'est que le football n'appartient à personne. Le curling n'appartient à personne. Mais League of Legends et Fortnite, ça appartient à des groupes privés, cotés en bourse. Et c'est l'énorme différence entre les deux. Et ça change tout. Ça change que aujourd'hui, France eSport n'est pas une fédération parce que pour être une fédération, en fait, c'est pas possible avec un ayant droit. Et là, il y a de multiples ayants droit parce que chaque jeu vidéo est un e-sport différent. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et donc oui, notre rôle, c'est d'accompagner, du coup, pardon, je peux digresser, mais oui, d'accompagner les collectivités pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pour les aider à utiliser l'e-sport pour faire de l'emploi, de l'inclusion, ou pour reconnecter au sport. Et du coup, j'en profite pour parler d'un... juste aparté, là, je prends la casquette agence. Nous, un tiers de notre activité, en termes de chiffre d'affaires, elle est liée au monde du sport. D'accord? Donc, on fait les 24 heures du Mans, on travaille avec le comité olympique, on travaille avec la Fédé de Hands. Voilà, un tiers de notre chiffre d'affaires est généré par le monde du sport et un autre tiers par les collectivités. Donc c'est vraiment deux domaines qui sont demandeurs de notre savoir-faire en termes de production d'événements, de compétitions, de conférences, etc. Et un des projets, peut-être même le projet qu'on préfère nous à l'agence chez Centurio, c'est le projet qu'on développe avec le comité régional olympique et sportif Région Sud. On a développé déjà un BPGEPS APT Sport e-sport, c'est-à-dire qu'on forme des stagiaires à encadrer une pratique sportive et e-sportive. Donc là, en fait, il va y avoir des jeunes qui vont encadrer des séances d'entraînement sportifs, mais qui sont aussi capables de parler d'e-sport avec les jeunes qui vont passer dans leur club et pourquoi pas proposer des licences mixtes. Donc en fait, au lieu d'éloigner l'e-sport n'éloigne pas les jeunes du sport. Au contraire, on va leur dire vous pouvez faire les deux. Donc on les réintègre au sport. Et on a aussi développé une marque qui s'appelle eSport Challenge, qui est un événement qui est en fait une compétition e-sport entre clubs sportifs. Et pour gagner des points bonus, il faut accomplir des challenges sportifs, des concours de 3 points, des concours de step, etc., etc. Et là, en fait, l'objectif, il est de dire aux jeunes, vous n'avez pas à faire un choix. Nous, à notre époque, moi, j'ai arrêté le judo parce que mon prof de judo m'a dit, t'es nul parce que tu joues trop aux jeux vidéo. Ben, en fait, c'est l'inverse qu'il faut dire. Il faut dire, mais vas-y, joue aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que tu apprends dans les jeux vidéo qui pourrait te servir au judo? L'abnégation, la recherche de la performance, le respect de ton adversaire. Tu l'apprends aussi avec le jeu vidéo. Et en tout cas, avec une pratique compétitive, donc avec l'e-sport. Et du coup, cet événement eSport Challenge, il existe.
avec le comité olympique pour connecter les deux et pour expliquer aux jeunes pratiquants, vous pouvez faire les deux et vous avez tout intérêt à faire les deux parce que vous allez apprendre plein de choses, que ce soit du lien social, que ce soit des compétences cognitives, voilà, et beaucoup de choses. Je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà. Donc là, on parle plutôt d'inclure plutôt que d'exclure, en fait, tout simplement comme les cultures hip-hop qu'il y a eu, comme le fait que comme le sport a vécu durant ces 60 dernières années. Et du coup, tu parlais des similitudes, tu parlais de la billetterie à un moment. Récemment, on a eu une loi qui est passée, c'est dans les dernières semaines, où les tickets sont passés à 5,5 de TVA comme pour les événements sportifs, il me semble. Ouais, ça c'est le travail de Francis Sport au national et avec les avec différents ministères dans le ministère des Sports. On a eu il y a, je crois, 1 an et demi, le visa talent qui permet à des joueurs e-sport étrangers de venir assez rapidement jouer en France, ce qui a permis au Blast, donc la Coupe du Monde de Counter-Strike qui a eu lieu à Paris cet été, que tous les joueurs soient présents. Pareil sur les LEC qu'il y a eu à Montpellier. Sans ce visa talent, c'est des choses qui sont compliquées, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui vont jouer en Corée, en Chine et qui ne peuvent pas venir en France. Grâce à ce visa qui est inspiré du monde du sport d'ailleurs, on peut les faire venir en France. Et effectivement, on a fait passer il y a 1 mois et demi le projet de loi donc, de TVA calqué sur la TVA du monde du sport à 5,5 parce que jusqu'à présent, le monde de l'e-sport sur la billetterie de participants et de joueurs, enfin de participants et de visiteurs, pardon, était à 20%. Et du coup, on considérait que c'était une concurrence, enfin pas une concurrence déloyale, mais on trouvait ça injuste que le milieu du sport bénéficie de cette TVA réduite. Donc on a travaillé avec le gouvernement et c'est des processus qui sont très longs. Pour faire passer cette TVA à 5,5 et qui en bénéficie? Tout l'écosystème, parce que les producteurs et les organisateurs peuvent faire un peu plus de marge, donc employer des gens, se développer, etc. Et les participants peuvent aussi payer moins cher leur ticket d'entrée. Donc c'est tout un écosystème qui bénéficie de ce genre d'action. Effectivement, c'est ce que fait, c'est le rôle de Francis Sport au niveau national de travailler sur de tels projets, quoi. Très bien, donc merci pour ces précisions. J'aimerais poser une question à Marine sur entre les similitudes et les différences qu'il peut y avoir entre le sport et l'e-sport. Qu'est-ce que tu retiendrais en premier en tant que différence entre l'e-sport et le sport et quelque chose sur lequel tu voudrais mettre un point d'honneur? Alors, je pense que vraiment le point qu'on va retenir pour moi, c'est la distance sociale, l'aspect physique du sport et du e-sport. Après, effectivement, oui, mais alors, si, ils peuvent être dans la même pièce, sur le même jeu ou dans la même équipe, mais finalement, je peux aussi t'inviter ce soir à venir voir le DVHB jouer contre Nîmes. Et en ce sens-là, vraiment l'aspect physique et l'aspect social, j'arrive pas à le rejoindre. Autant je comprends plein de choses et effectivement en vous écoutant, j'appréhende aussi mieux ce monde du e-sport et je comprends effectivement des liens qu'on peut en faire. Sur l'aspect social, je vais garder mon exemple d'un jeune couple en relation à distance. Qui pour le coup s'aiment très fort, se désirent très fort, mais le contact physique n'est pas le même. Et moi, je vois tous les jours les garçons s'entraîner. Je les suis également en déplacement. Et sur les victoires, les soirs de match ou les défaites, l'aspect réellement physique et propre au sport, finalement, voilà, ça va être la différence que je vais pouvoir retenir, en ayant par contre appris plein d'autres choses et en pouvant faire des liens sur d'autres choses. Donc, merci. Et oui, Pierre, et donc plein d'informations et plein de formations en lui. Merci Pierre. Hervé, j'aimerais aussi que tu relèves les différences que tu as vues en premier quand on t'a présenté l'e-sport, quand tu es tombé face à ça. Tu disais tout à l'heure que les chiffres t'impressionnaient. Qu'est-ce que tu peux relever? Qu'est-ce que tu as relevé déjà en premier quand on t'a parlé d'e-sport, quand on a fait des parallèles avec le sport? Qu'est-ce que tu as voulu lever comme point d'orgue et tu t'es dit non, là je suis pas d'accord, il y a vraiment des différences? Alors, évidemment que j'essaye de retrouver ces premières sensations parce qu'aujourd'hui, moi, je suis totalement intégré à ce monde, à ce monde qui évolue, ce nouveau monde. Je me disais à un moment comment je peux continuer de travailler avec des gens et je me rappelle d'un premier contact dans un endroit magique à Aix-en-Provence qui s'appelle Zocamp, pour ceux qui font un peu de formation et
et qui vont voir des lieux où on se performe et où on cherche à pousser les établis. Ce lieu est un lieu de formation où ils mélangent et où ils font venir les boards des grandes entreprises pour qu'elles se mélangent ensemble et qu'ils vivent en insertion dans les milieux. Enfin, dans ce milieu pour se brainstormer, pour se bousculer, pour sortir de tous les standards établis qu'ils ont quand ils font un congrès mondial à tel ou tel endroit, entre cadres très très bien payés. Et donc ce lieu est d'abord disruptif. Et la deuxième chose, c'est que c'était ma première conférence avec des spécialistes du sport, dont un s'appelle Cédric Dufoy, qui est aujourd'hui le directeur des sites Nice, Marseille pour le COJO. Donc il va recevoir les épreuves olympiques. Et il me dit, Hervé, il faut que tu viennes voir ce qu'est le sport. Arrête, fous-moi la paix, j'ai assez de boulot avec le sport. C'est difficile de faire pratiquer du sport, de redonner de la discipline, de donner du sens social, de redonner des valeurs de laïcité, de faire du sport santé. Enfin, tout ce qu'on demande aujourd'hui à un club de sport finalement. Et puis on nous demande aussi maintenant de venir donner un coup de main au sport entreprise et puis d'essayer d'éduquer les enfants pour compléter ce que fait l'éducation nationale parce qu'on est un peu perdu. Enfin bon, tout ça, j'arrive dans ce lieu et je me retrouve avec à l'époque un double champion olympique qui explique qu'il est fan de jeu. Donc ça, je l'avais bien saisi. Il travaillait pour un grand club de sport et il termine en disant « Nous, le club de e-sport, on va apprendre à tous ces jeunes à pratiquer le sport. » Et là, ça a fait pip, pip, alerte. Hors de question, c'est notre boulot. On sait le faire dans le sport traditionnel. On sait ce que veut dire avoir une bonne posture physique, ne pas pousser les enfants dans la passion de cette compétition au point de se casser ou de se mettre en danger. On sait respecter l'arbitre. Enfin, donc pourquoi eux viendraient? Parce qu'ils ont un formidable outil dont parle France e-sport, c'est que c'est un vrai pot de miel pour toute cette jeunesse. Donc ça a été ma première opposition. Et puis, j'ai été embarqué dans l'histoire parce que, et je voudrais te citer ce sujet, pendant longtemps, moi qui suis né dans le judo, notre club de judo ne faisait pas des stages multisports dans les semaines de vacances, les grandes semaines de vacances ou les petites. Et puis, très vite, on s'est dit, bon, allez, laissons tomber un peu le côté art martial. Quand on fait un stage sportif pendant les vacances parce que les gamins ont du temps, si on fait que de l'enseignement du judo, ça ne va pas aller. Donc, on s'est mis à faire d'autres disciplines. On s'est mis à parler avec les autres clubs de sport. Et bien aujourd'hui, quand tu es dans un champ en charge du développement de ton club de handball ou de ton club de judo, dans tes stages multisports, si tu rajoutes l'après-midi de pratique e-sport et de game avec quelqu'un qui comprend, qui connaît et qui fait la relation et qui explique que tu peux être encore meilleur dans ton e-sport si tu viens faire un peu de physique et que tu te retrouves avec tes mêmes potes parce que tu les trouves sympas dans ces différentes pratiques physiques, alors à ce moment-là, ça va matcher et on va retrouver de nouveaux clients, de nouveaux gamins qui s'étaient isolés pour venir travailler avec ces jeunes et qui parfois réintègrent une équipe première chez les minimes ou chez les moins de 12 ans ou de 14 ans, si c'est plus simple pour ceux qui nous écoutent. Voilà pourquoi il faut rester attentif et surtout tendre la main à ces gens-là parce qu'il n'est pas question qu'on laisse se séparer. Je voudrais revenir sur un des propos tout à l'heure de Pierre. Ce qui nous sépare, c'est effectivement les mondes qui constituent le e-sport. Et celui, par exemple, des éditeurs, c'est une propriété commerciale inaliénable et qui est très compliqué à travailler avec eux. Et ça, c'est peut-être le seul sujet sur lequel on a un vrai problème aujourd'hui et une difficulté à organiser le reste de notre société. Mais j'ai presque envie que Axel nous reparle des 4 publics ou des 4 communautés. C'est bien ça? 4. Le spectateur, le joueur loisir, le joueur professionnel, les éditeurs d'un côté pour que tu essayes de nous remettre dans ces travaux que tu as menés pendant longtemps à nos côtés dans le fameux consortium avec Aix-Marseille Université. Oui, merci Hervé. En fait, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec Hervé, avec Aix-Marseille Université, avec des équipes e-sport, avec aussi des éditeurs de jeux. Bref, on a un consortium pour essayer de comprendre un peu
quel était l'écosystème aujourd'hui e-sportif et quel serait l'écosystème e-sportif dans les années qui viennent. Et effectivement, aujourd'hui, on a un écosystème qui inclut dans la dimension professionnelle des éditeurs de jeux, des joueurs et des équipes, des organisateurs d'événements, des retranscripteurs aussi, des personnes spécialisées dans la diffusion des spectacles, etc. Mais aussi tout un écosystème qui gravite autour, que ce soit Francis Sport en tant que promoteur, que ce soit les pouvoirs publics en tant que législateurs, que ce soit aussi tout l'écosystème des startups, des entreprises qui offrent de nouvelles solutions, qui vont aussi chercher à capter l'attention d'un public qui, lui, va aller pour le coup consommer, même si je n'aimais pas ce mot pour le jeu, la consommation de produits dérivés à la manière du sport. On retrouve cette similitude avec le monde du sport où les différents acteurs produisent du merch qui va être ensuite un moteur du financement de l'écosystème. Donc, on va avoir un petit peu tous ces acteurs-là et des nouveaux acteurs, notamment, comme tu le disais, les fédérations sportives, pour avoir parlé avec plusieurs fédérations dans cette discussion et dans ce livrable. On a une prise de conscience de la part des fédérations sur les enjeux de l'e-sport et sur comment faire côtoyer e-sport et sport, avec beaucoup de fédérations qui considèrent l'e-sport non pas comme un concurrent, mais comme une porte d'entrée vers leur pratique. Et comme tu expliquais pour le judo, qui ne peut pas faire que du judo sur une semaine, beaucoup de fédérations aujourd'hui parlent de l'e-sport comme une porte d'entrée, une porte pour attirer des jeunes de 16 à 20 ans qui sont la population cible, qu'on a du mal à fédérer, qu'on a du mal à renouveler leur adhésion au club, de les faire venir avec de l'e-sport, d'encadrer cette pratique e-sportive en plus de leur proposer une pratique sportive, c'était une des solutions envisagées. Mais il y a aussi un élément assez intéressant sur lequel je voudrais rebondir, sur la socialisation dont tu parlais, qui est très intéressante. Effectivement, la socialisation de l'e-sport est différente de la socialisation qu'on a avec le sport. Mais ça reste une socialisation. Dans les travaux de thèse que j'ai effectués, j'ai interrogé énormément de personnes qui faisaient de l'e-sport au niveau amateur. Et 3 raisons principales revenaient sur pourquoi est-ce que les gens pratiquaient de l'e-sport de manière individuelle ou de manière collective. C'était bien sûr la notion de compétition, des personnes qui étaient attirées par cette notion de classement, la notion de loisir, ça reste un jeu, et la notion de socialisation. C'est-à-dire que beaucoup de gens expliquaient dans ces interviews que l'e-sport était un moyen de garder contact avec des amis, était un moyen aussi de se faire de nouveaux contacts. Bien sûr, ça ne se suffit pas à lui-même et il y a une nécessité de varier les moyens de socialisation. De la même manière que c'est important de ne pas avoir des amis que dans le cadre de son club de foot, mais aussi de les voir dans d'autres contextes, de ne pas avoir que des amis de boulot, mais aussi de voir d'autres personnes ou de les voir dans d'autres contextes. Une socialisation par un canal unique crée une socialisation un peu différente qu'une socialisation qui est faite de plusieurs manières différentes. Et donc l'e-sport est une porte d'entrée vers une forme de socialisation qui fonctionne, je prends mon exemple personnel, j'ai des amis que je me suis fait grâce aux jeux vidéo, que j'ai retrouvés ensuite pour faire des soirées chez eux et les rencontrer dans d'autres contextes. Mais effectivement, le jeu vidéo peut être une porte d'entrée vers une socialisation. C'est plus la même socialisation qu'il y a quelques années, c'est pas la même socialisation qu'avec le sport, qu'avec les études, qu'avec les loisirs, mais ça reste une socialisation parmi d'autres. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer de la comprendre, il faut essayer de la varier aussi, parce que effectivement ça peut être limitant aussi de ne rencontrer des personnes que par le jeu vidéo ou par l'e-sport, mais ça peut être aussi un bon vecteur de socialisation pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas forcément les codes sur d'autres formes de socialisation. Peut-être pour conclure, parce qu'on va bientôt arriver sur la fin, je crois. Et je crois que Marilyn doit aller faire du sport et nous de l'e-sport. Donc, mais non, je voulais juste citer sur le baromètre de Francis Sport, chaque année, en fait, il y a une donnée qui est ultra intéressante. Et j'attends que nos amis soient attentifs parce que c'est une stat qui est importante. En fait, l'étude, elle compare la pratique sportive entre la moyenne des Français, donc le grand public,
et les gamers. En tout cas, les e-sportifs. À partir du niveau e-sport, c'est-à-dire ceux qui ont une démarche compétitive, recherche de la performance, jouer en ladder avec un rang, avec un classement, etc. En fait, les e-sportifs pratiquent plus de sport que la moyenne des Français, sont plus licenciés à des clubs sportifs que la moyenne des Français, vont plus au cinéma que la moyenne des Français, vont plus voir des compétitions sportives, donc vont plus au stade que la moyenne des Français. Donc en fait, ça brise complètement le cliché des gamers enfermés tout seuls dans leur chambre. Au contraire, en tout cas dans la pratique e-sport, et vraiment dissocier la pratique e-sport du gamer alors c'est pas pour faire des clichés, mais qui joue à Tomb Raider seul, justement sans création de lien social, etc. etc. L'e-sport, c'est pas ça. L'e-sport, c'est tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant. Et du coup, les e-sportifs font plus de sport, vont plus au stade, vont plus au cinéma que la moyenne des Français. Et, une des seules choses qui font de moins que la moyenne des Français, d'après vous, ce que c'est? Regardez la télé. Qui est complètement un vecteur d'isolement, de stigmatisation et de renfermement sur soi. Et en fait, les e-sportifs sont pas du tout fans de la télé, et leur pratique de l'e-sport qui est associée à une pratique compétitive, et justement de se confronter à d'autres personnes et tout, les amène à avoir une même démarche sur le sport. Donc en fait, les e-sportifs sont plus sportifs que la moyenne des Français, et c'est la stat que je préfère dans ce baromètre France e-sport, parce que vraiment c'est un mythbuster en fait. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai que c'est la stat qui fait quand même vachement réfléchir du coup, parce que ça remet tout en question. En tout cas, merci, je pense qu'on peut conclure. Hein. Pierre, si tu as quelque chose à ajouter peut-être? Non, mais juste voilà, la question de la conférence, l'e-sport est-il un sport comme les autres? Pour moi, c'est pas du tout un sport, mais ça veut pas dire que on doit se focaliser sur les quelques différences, il y en a, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir ce qui peut nous rassembler, et ce que les deux disciplines peuvent aller s'enrichir chez l'autre. Et voilà, je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Et il y a tellement de belles choses à faire en associant les deux pratiques plutôt qu'en les opposant. Et même s'il y a forcément ce réflexe de crainte qu'on ne connaît pas, mais ça c'est propre à tout. Et voilà, dès qu'il y a un phénomène qu'on ne comprend pas, on va plutôt repérer les différences. Mais c'est un réflexe humain, instinctif, c'est normal. Mais une fois qu'on a passé ce stade, ce qu'a fait Hervé il y a quelques années, une fois qu'on a passé ce stade, on peut imaginer plein de passerelles entre les deux. Et voilà, je trouve que c'est ça aussi, moi, qui m'excite beaucoup dans le développement de cet écosystème. Très bien, merci Pierre pour cette précision. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que... Non, Hervé, on est bon, Marine, Axel. Bon, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette conférence. On remercie évidemment le Draguignan Gaming Festival pour toute cette organisation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon. Demain encore présent jusqu'à 18h, je crois que toute la journée. Donc merci à tous, merci à vous les participants. C'est grâce à eux qu'on est là aussi. Donc voilà, je vous remercie à tous et merci à tous, à bientôt bonne soirée. sur le salon. Merci, au revoir.